Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la fiche économique concernant le Mercosur de l'Observatoire des Amériques. Ce que je vais vous lire est une mise à jour de la fiche économique rédigée par Alessandra de Lima Nemes, diffusée sur le site du GRIC en 1999. Le document date d'avril 2006 par Éric Jasmin et Sylvain Zigny. Introduction. Le processus d'intégration qui a mené à la création du marché commun du Sud, Mercosur en espagnol ou Mercosul en portugais, est le résultat des négociations initiales entre le Brésil et l'Argentine visant une plus grande coopération politique et économique. Le défi était énorme en raison de l'absence d'échanges économiques importants. Le fait que le Mercosur soit devenu en très peu de temps le bloc économique le plus important de l'Amérique latine est imputable à un important effort politique consenti et à l'élaboration d'un calendrier de libéralisation fort ambitieux. En effet, l'accord fondateur du Mercosur, le traité d'Asunción, que nous examinerons plus en détail dans les pages suivantes, fixait l'objectif de créer une zone de libre-échange devant conduire à une union douanière en 4 ans. L'échéance venue, les 4 pays membres devaient adopter un tarif extérieur commun, le TEC, qui au départ n'impliquerait pas l'ensemble des produits, certains faisant partie d'une liste d'exceptions. L'intégration économique visait aussi, au-delà de la libéralisation du commerce des biens et services, la, la libre circulation des facteurs de production. L'harmonisation des normes juridiques et institutionnelles ainsi que la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles, le projet Mercosur ne découlait pas de la nouvelle vision compétitive de l'intégration à l'économie mondiale qui s'était développée en Amérique latine depuis les années 80. Il reprenait en l'adaptant la vision et les ambitions communautaires des premiers modèles d'intégration comme l'ALAL, l'Association latino-américaine de libre-échange, et de l'ALADI, Association latino-américaine d'intégration, tirant eux-mêmes leur inspiration du traité de Rome de 1957. De plus, cet accord est très rapidement apparu comme une voie d'intégration suffisamment crédible pour amener les États-Unis à apporter leur soutien. Toutefois, le soutien politique nécessaire a fléchi au moment où les crises financières internationales ont affecté les pays de la région. Cela a contribué à accentuer les divergences entre les 4 partenaires commerciaux. Entre 1999 et 2002, la crise du Mercosur a atteint son paroxysme. Le processus d'intégration a alors été suspendu. Cependant, les démarches des gouvernements en place depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Luiz Inácio Lula da Silva au Brésil en 2003 pourront peut-être redresser la situation. En 2005, le Mercosur regroupe environ 220 millions d'habitants, soit 44% de la population de l'Amérique latine, 59% de son territoire et 54% de son PIB. Il est le sixième marché au monde après l'ALENA, l'Union européenne, l'ASEAN et le Japon et la Chine. Les origines. C'est le 26 mars 1991 que fut signé le traité d'Asunción au Paraguay, qui devait engager l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay dans la voie d'un marché commun au terme d'une période de transition se terminant le 31 décembre 1994. Le 17 décembre 1994, le protocole d'Ouro Preto, au Brésil, complétait le projet et dotait le Mercosul d'une personnalité juridique internationale. Cependant, avant d'examiner le contenu du traité d'Asunción, il faut rappeler 3 choses. Premièrement, que ce sont les pays du cône sud qui ont été à l'origine de la création de l'Association latino-américaine de libre-échange. Deuxièmement, qu'un premier accord de coopération économique fut conclu en avril 1969 à Brasilia avec la signature du traité du bassin de la Plata, traité par lequel les pays riverains entendaient exploiter en commun cet important cours d'eau et promouvoir l'installation d'industries sur ses berges. Troisièmement, qu'une entente de coopération économique, connue sous le nom de Pacte économique de coopération, la PEC, avait été signée en août 1974 par l'Argentine et l'Uruguay. Par ailleurs, même s'ils étaient prêts à collaborer entre eux, l'Argentine et le Brésil restaient toujours très réticents à s'engager dans une forme de coopération économique avancée. La rivalité historique entre ces 2 pays pour le leadership régional et la présence de gouvernements militaires pendant de longues années n'avait fait que renforcer cette réticence. L'arrivée au pouvoir de gouvernements civils en 1983 en Argentine et en 1985 au Brésil allait modifier cette situation et rapprocher 2 pays que la proximité géographique, le commerce bilatéral et la complémentarité économique ne pouvaient qu'inciter à coopérer. Un premier geste fut posé avec la déclaration d'Iguassou, signée par les gouvernements de ces 2 pays le 30 novembre 1985. Cette déclaration soulignait entre autres l'importance qu'ils attachaient au processus de démocratisation en cours, la nécessité d'unir leurs efforts pour défendre des intérêts communs dans les forums internationaux et finalement la nécessité d'intégrer leurs ressources économiques pour faire face à la nouvelle conjoncture internationale. Une commission mixte, constituée de représentants des secteurs publics et privés des 2 pays, fut alors mise sur pied. Quelques mois plus tard, en juillet 1986, le Brésil et l'Argentine signaient le programme d'intégration et de coopération économique, le PICAB, Pacto de Integración y de Cooperación Económica Argentina-Brasil.
ou Acta para la Integración Argentino-Brasilena, qui prévoyait l'ouverture graduelle et sectorielle des deux marchés nationaux, la recherche d'une plus grande complémentarité dans certains secteurs de production et une coopération dans les domaines du transport, de communication et de l'énergie. Ce programme, qui s'inscrivait dans le cadre juridique de l'Association latino-américaine d'intégration, l'ALADI, devait être mis en place de manière graduelle, flexible et équilibrée. Il plaçait la production industrielle au centre du processus d'intégration envisagé par les deux pays, mentionnant ainsi que cette intégration devait opérer principalement et presque exclusivement à travers des instances gouvernementales. La signature de ce programme a été suivie par celle de 24 protocoles sectoriels entre 1986 et 1988. Le plus important d'entre eux, le protocole 1, prévoyait la libéralisation du commerce d'environ 50% de biens produits dans les deux pays. Plusieurs ententes furent par la suite signées entre l'Argentine et le Brésil et les échanges connurent un certain essor accompagné d'une plus grande diversification. Néanmoins, les résultats prometteurs au début ne furent pas vraiment à la hauteur des attentes initiales, avec le résultat que la plupart des engagements souscrits dans le cadre des protocoles ne furent pas respectés, notamment à cause des problèmes de dette extérieure et de mise en place de politiques de stabilisation financière. L'approche produit par produit, adoptée dans les négociations commerciales, n'était pas non plus de nature à favoriser la signature d'accords de grande portée. Cela ne devait toutefois pas empêcher les présidents Raúl Alfonsín et José Sarney de signer en novembre 1988 un nouvel accord, le traité d'intégration, de coopération et de développement. Ce traité, ratifié par les parlements des deux pays en août 1989, prévoyait la mise en place d'une zone de libre-échange et la libéralisation complète des échanges au terme d'une période de transition de 10 ans, c'est-à-dire à la fin de l'année 1999. Il consolidait par ailleurs l'idée de mettre en place un marché commun, regroupant l'ensemble des pays du cône sud. L'arrivée au pouvoir en 1989 de Carlos Menem en Argentine et de Fernando Collor de Mello au Brésil au début de 1990 accentuera la mise en place du marché régional, puisque l'un et l'autre s'engagent beaucoup plus fermement que ne l'avaient fait leurs prédécesseurs dans la voie libérale et le désengagement de l'État. Ils mettront alors en œuvre un programme de privatisation, non sans faire parallèlement de l'élimination de l'inflation l'une de leurs grandes priorités économiques. Autre signe de changement, les deux présidents devaient signer en juillet 1990 à Buenos Aires un nouvel accord appelé Acta de Buenos Aires, qui prévoyait l'établissement d'un marché commun avant la fin de l'année 1994, avec en contrepartie la libéralisation complète des échanges entre les deux pays à cette date. Un mois plus tard, en août 1990, le Paraguay et l'Uruguay annonçaient leur décision de se joindre à ce projet. Il faut cependant noter que l'Uruguay avait été associé au processus de rapprochement entre l'Argentine et le Brésil depuis ses débuts, ayant signé d'ailleurs plusieurs accords sectoriels. Pour le Paraguay, l'invitation de se joindre au projet de marché commun allait être l'occasion de sortir de l'isolement économique et politique de ces années de dictature militaire. Le Chili, invité à se joindre au projet, déclinera l'invitation, préférant se tourner vers le nord plutôt que vers un futur marché commun du sud qui lui semblait moins prometteur sur le plan commercial et surtout plus instable sur le plan macroéconomique. Notons que l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay signeront un nouvel accord de complementation economica juste avant la signature du traité d'Asunción. Les dispositions du traité d'Asunción. Voyons ce qu'il ressort des 24 articles qui constituent le traité d'Asunción. Deux remarques préliminaires s'imposent toutefois. En premier lieu, il convient de noter que le traité a été signé à un moment où se dessinaient d'importantes fractures dans les relations économiques internationales. Le spectre d'un monde divisé en grands blocs économiques rivaux apparaissait alors d'autant plus menaçant que le cycle de l'Uruguay n'avait pas pu être sauvé in extremis en décembre 1990 qu'au prix de nombreux compromis. La communauté économique européenne s'était engagée sur la voie de l'Union économique en 1989 et les États-Unis s'engageaient à leur tour sur la voie du régionalisme économique en négociant avec le Canada un accord de libre-échange qui entrait en vigueur la même année. Les craintes de se voir ainsi marginalisés sur la scène économique internationale étaient alors d'autant plus grandes pour les pays en développement qu'après avoir opté pour la voie libérale d'un développement ouvert et tourné vers l'extérieur, ceux-ci se trouvaient plus tributaires que jamais des conditions d'accès aux grands marchés internationaux. En deuxième lieu, il convient de rappeler que, malgré l'attrait de l'initiative pour les Amériques proposée par le président George Bush en juin 1990, la signature d'accords bilatéraux ou sous-régionaux n'était pas sans présenter de multiples avantages pour des pays qui entendaient consolider de fragiles acquis démocratiques des dernières années et unir leurs efforts en vue d'assurer entre eux une plus grande complémentarité sur le plan économique, tout en cherchant à être plus compétitifs sur la scène économique internationale. Ainsi, la voie de l'intégration ne s'imposait pas pour des raisons économiques seulement, mais elle répondait également à des préoccupations stratégiques. Si nous revenons au traité lui-même, il convient de distinguer clairement les finalités générales du traité, les dispositions relatives à l'implantation d'un futur marché commun et celles concernant la structure, qui sont fort différentes de celles que l'on retrouve dans l'ALENA.
À un autre niveau, il convient aussi de prendre en considération des changements institutionnels qu'a apporté le protocole d'Ouro Preto du 14 décembre 1994. Le traité d'Asunción demeure toutefois l'instrument juridique de base du projet intégratif. Le chapitre premier du traité définit les finalités, les principes et les modalités de l'implantation d'un futur marché commun. Les objectifs du marché commun sont de promouvoir la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production, d'établir un tarif extérieur commun et d'adopter une politique commerciale commune vis-à-vis des États tiers, de coordonner les politiques macroéconomiques et sectorielles dans des domaines comme par exemple le commerce extérieur, l'agriculture, l'industrie, la fiscalité et la monnaie, d'harmoniser les législations nationales de manière à consolider le processus d'intégration. Pour atteindre ces objectifs, les 4 pays s'entendent pour mettre en place un programme de libéralisation des échanges entre les 4 pays devant conduire à la création d'une zone exempte de barrières douanières, une coordination des politiques macroéconomiques, un tarif extérieur commun et l'adoption d'accords sectoriels afin d'optimiser l'utilisation et la mobilité des facteurs de production. Le traité d'Asunción identifie dans son préambule les étapes à franchir pour arriver au marché commun. Le programme de libéralisation des échanges prévoit 2 étapes. Premièrement, l'élimination graduelle des tarifs douaniers aux frontières des 4 pays. Ce processus devait être complété le 31 décembre 1994 pour l'Argentine et le Brésil et le 31 décembre 1995 pour le Paraguay et l'Uruguay. La mise en place d'une zone de libre-échange le 1er janvier 1995 aurait dû constituer la première étape du processus qui devait conduire à la formation d'un marché commun. Deuxièmement, le programme prévoit l'élimination complète des barrières non tarifaires. Notons par ailleurs que le traité prévoyait également la mise sur pied de 10 groupes de travail dans les domaines suivants: commerce, douane, normes, politique fiscale et monétaire, transport terrestre et maritime, industrie, technologie, agriculture, énergie, coordination des politiques macroéconomiques, travail, emploi et sécurité sociale. Plusieurs sommets ont suivi la rencontre d'Asunción. Le sommet de Las Leñas en Argentine de juin 1992 a permis de consolider l'échéancier, puis de coordonner les décisions et les politiques macroéconomiques en vue de l'échéance prévue pour la création du marché commun le 1er janvier 1995. C'est à l'occasion de ce sommet que la Bolivie, déjà membre de la communauté andine, présenta sa candidature pour faire partie du Mercosur. Toutefois, comme l'article 20 du traité d'Asunción interdit aux pays membres de faire partie d'une autre organisation régionale, cette candidature n'a pas été acceptée, et ce, bien que ce pays effectue près de 60% de ses échanges avec les pays du Mercosur. Lors du deuxième sommet tenu en décembre 1992 à Montevideo, les questions relatives aux tarifs extérieurs communs et aux relations futures entre le Mercosur et l'ALENA seront discutées. Ce sommet fut particulièrement éprouvant en raison des difficultés économiques que traversait alors le Brésil et des incertitudes politiques liées à l'accession récente de Itamar Franco à la présidence de ce pays. Les présidents réitérèrent néanmoins leur engagement en faveur du processus d'intégration amorcé et s'entendirent aussi sur la formule proposée par l'un des groupes de travail d'établir le tarif extérieur commun entre 0 et 20% et dans le cas de quelques produits à 35%. Le troisième sommet tenu à Asunción le 1er juillet 1993 ne permit pas de concrétiser le projet de tarif extérieur commun, l'Argentine et le Brésil ne s'entendant pas pour des raisons de politique intérieure sur le degré et le rythme de la libéralisation à l'intérieur de la zone de libre-échange vis-à-vis de l'extérieur. Il faudra attendre 2 autres rencontres à Colonia en janvier 1994, puis à Buenos Aires en août 1994 pour que soient définitivement précisés et entérinés les termes de l'union douanière et les conditions d'application d'une clause commune de la nation la plus favorisée. C'est ainsi que la construction du Mercosur en tant que modèle d'intégration intergouvernementale où les positions communes demeureraient liées à la volonté de chaque État impliqué sera officialisée lors de la signature du protocole de Ouro Preto en décembre 1994. 2 facteurs ont joué en faveur du projet: la mise en place au Brésil en juillet 1994 du plan de stabilisation monétaire par le ministre des Finances de l'époque, Fernando Henrique Cardoso, devenu président par la suite de 1995 à 2002, et la décision du gouvernement de réduire de 35% à 20% des tarifs douaniers sur 445 produits. Ces mesures devaient donner une nouvelle impulsion au projet, permettre de sortir de l'impasse politique et ainsi de respecter l'échéance prévue du 1er janvier 1995 pour la mise en place du marché commun. Le tarif extérieur commun a donc finalement été mis en place comme prévu le 1er janvier 1995, mais ce fut un TEC particulièrement harmonisé. Il varie entre 0 et 35% selon les produits. Le taux moyen était de 14%. Il faut cependant noter que le TEC, le tarif extérieur commun, touchait environ 90% des produits importés de l'extérieur. Les autres produits étaient placés sur des listes d'exception. Il s'agissait essentiellement de biens d'équipement, de matériel informatique, de produits pétrochimiques et des télécommunications. Pour ces produits,
on prévoyait que les tarifs seraient abaissés sur une base linéaire jusqu'à ce qu'ils deviennent égaux aux tarifs extérieurs communs moyens de 14% au 1er janvier 2001 dans le cas de l'Argentine et du Brésil, et en 2006 pour les biens de production dans le cas du Paraguay et de l'Uruguay. Dans le cas des télécommunications, l'échéance était fixée au 1er janvier 2006 et le taux prévu était de 16%. Un délai avait toutefois été accordé à l'Argentine en raison des graves conséquences de la crise qui a secoué son économie en 2001-2002, lui permettant d'ajouter 1,5% à tout TEC. En fait, le pourcentage du tarif extérieur est loin d'être harmonisé. Lors de la 23e réunion du Conseil du marché commun en décembre 2002, les 4 pays ont convenu de prolonger jusqu'à la fin de 2003 le droit de chaque associé de formuler des listes d'exceptions comportant 100 produits au total. La stabilisation qu'ont connue les pays du Mercosur depuis a permis d'abroger les mesures d'exception dès le début 2004. Le processus d'unification des tarifs douaniers a été remis en marche depuis. La structure du Mercosur. Quant à la structure organisationnelle ou administrative du Mercosur prévue au chapitre 2, elle reposait au départ sur 2 instances. Le Conseil du marché commun, qui est l'instance de coordination, et le groupe du marché commun, l'instance exécutive. Le Conseil se compose des présidents ainsi que des ministres de l'économie ou des finances et des affaires étrangères de chaque pays. La présidence se fait par alternance tous les 6 mois. Le groupe voit à l'exécution des dispositions du traité et des décisions du Conseil. Il supervise 11 sous-groupes ainsi que les commissions et groupes ad hoc. Le siège social du groupe est à Montevideo, en Uruguay. Depuis le 1er janvier 1995, c'est-à-dire depuis le protocole de Ouro Preto, la structure institutionnelle du Mercosur comprend le Conseil du marché commun, le groupe du marché commun, la commission du commerce, la commission parlementaire conjointe, le forum économique et social à caractère consultatif et le secrétariat administratif. Seuls les 3 premiers organes ont des pouvoirs de décision. La commission du commerce est devenue un organe important puisqu'elle a le mandat de veiller à la mise en place de l'union douanière et de favoriser le règlement des différends. La question du règlement des différends, reportée lors de la signature du traité d'Asunción, a fait l'objet d'un protocole particulier signé à Brasilia le 17 décembre 1991. Le mécanisme relève du secrétariat et repose sur la formation d'un panel composé de 3 arbitres, chaque pays composant le sien, le troisième étant choisi par accord mutuel. En plus de ces structures, les membres s'entendirent sur le fait que l'intégration économique devait s'effectuer dans le cadre des normes de la démocratie représentative. Ainsi, le 25 juin 1996, à San Luis en Argentine, les présidents du Mercosur et ceux du Chili et de la Bolivie signèrent la déclaration présidentielle sur l'engagement démocratique du Mercosur. Une clause démocratique fut alors adoptée, prévoyant la suspension d'un membre dont le gouvernement contreviendrait à l'état de droit. Les dirigeants du Mercosur utilisèrent ce mécanisme en 1996 pour avertir les autorités militaires du Paraguay des conséquences d'un coup d'État et encore une fois en 1998 lors de la confusion entourant les élections au Paraguay. Le 24 juillet 1998, à Ushuaia, en Argentine, durant le 14e sommet des présidents du Mercosur, un pas de plus fut franchi avec l'adoption du protocole d'Ushuaia qui incorporait l'engagement d'assurer le maintien et le respect des normes démocratiques dans les traités avec le Chili et la Bolivie. 2 remarques finales peuvent être faites sur le traité d'Asunción. Premièrement, le traité reconnaît l'existence de différences ponctuelles en faveur du Paraguay et de l'Uruguay, article 6. Par contre, il est entièrement lié par une logique, celle de la réciprocité des droits et des obligations entre les 4 partenaires, article 3. Cette logique est entièrement traversée par les idées de libre concurrence et de compétitivité, et ce, dans les termes juridiques définis par le GATT. Deuxièmement, le traité n'entend pas reproduire le modèle de développement des décennies passées, mais au contraire, établir les conditions qui devaient permettre à chacun des 4 pays d'accroître la compétitivité de leur économie respective et de profiter de la création d'un marché régional pour s'insérer plus efficacement dans l'économie mondiale. Les développements récents du succès. La création du Mercosur répondait dès le départ à des préoccupations tout autant d'ordre politique qu'économique. Politique tout d'abord dans la mesure où l'évolution de la conjoncture politique en Argentine et au Brésil avait joué un rôle plus déterminant dans le rapprochement entre les 2 pays que les facteurs économiques. La volonté des 2 pays de renforcer la stabilité politique et la sécurité dans la région à travers un projet intégratif commun apparaît importante dès la fin des années 80. À un autre niveau, il faut noter une volonté très nette de l'Argentine et du Brésil de s'insérer de manière compétitive dans l'économie mondiale. En ce sens, la formation d'un espace économique intégré apparaît comme un moyen pour ces 2 pays de consolider cette insertion compétitive et comme l'occasion de poursuivre dans la voie des réformes économiques entreprises. Enfin, la création progressive d'un marché commun englobant l'ensemble des pays de la région étant perçue comme un moyen de renforcer le pouvoir de négociation vis-à-vis des partenaires commerciaux de longue date, notamment les États-Unis et les pays de l'UE. Au vu des premiers résultats, la plupart des observateurs s'accordent pour dire que le Mercosur a été, jusqu'en 1998, un succès. Premièrement, le commerce intra-régional a connu depuis le début de la décennie une très forte progression. Entre 1990 et 1998, les exportations intra-régionales sont passées de 8,9 à 25,2%
des exportations totales et les importations intra-régionales de 14,1 à 21,2% des importations totales. Tout au long de ces années, l'écart entre la croissance des échanges intra-Mercosur et celle du commerce avec le reste du monde a provoqué des critiques de la part de la Banque mondiale et des États-Unis pour qui cette intégration était discriminatoire à l'égard des États tiers et contrevenait aux principes inscrits dans les accords du GATT. Deuxièmement, en matière d'investissement, il y a eu une plus grande interaction entre les membres du Mercosur à travers des investissements croisés, surtout entre le Brésil et l'Argentine. Troisièmement, en 1998, l'Argentine était le deuxième partenaire commercial du Brésil, derrière les États-Unis, et l'Argentine maintient cette position encore aujourd'hui. Le Brésil était et est encore aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Argentine devant les États-Unis. Il faut ajouter que la dynamique d'intégration semble aussi avoir eu un impact positif sur les entreprises de la région. Une classe d'entrepreneurs régionaux serait en train de se constituer. En 1991, 6 entreprises brésiliennes étaient installées en Argentine, alors qu'en 1998, elles étaient plus de 350. On note un accroissement similaire des entreprises argentines qui s'établissent au Brésil. Dans ce contexte, des entrepreneurs brésiliens ont créé à Buenos Aires le groupe Brésil dans le but de mieux gérer leurs investissements dans ce pays. Le Mercosur était également perçu comme une réussite sur le plan politique. En vertu du traité d'Asunción, la création d'une zone de libre-échange n'était que la première étape d'un processus qui devait conduire à la création d'un véritable marché commun. Si le Brésil souhaitait aller rapidement dans cette direction, comme l'avaient fait les Européens, l'Argentine se rapprochait davantage des conceptions libre-échangistes véhiculées par les promoteurs de l'ALENA. Fort des premiers succès économiques obtenus, le Brésil entendait faire du Mercosur le point d'ancrage d'un projet plus ambitieux d'intégration en Amérique latine. Ainsi, le processus d'harmonisation des politiques économiques que sous-tend le projet du marché commun s'est accéléré lors des premières années. Si, durant la phase de transition de 1991 à 1994, l'accent a surtout été mis sur la libération des échanges, les pays du Mercosur, à commencer par l'Argentine et le Brésil, se sont par la suite engagés dans la voie d'une convergence de leurs politiques économiques, industrielles, scientifiques et technologiques. Cependant, le processus d'intégration est resté limité. Si la crise financière mexicaine de 1994-95 ne semble pas avoir eu trop d'impact négatif sur le processus d'intégration du Mercosur, la situation sera différente lors des crises russes et asiatiques à la fin des années 90, qui se sont traduites par un retrait de capitaux touchant les pays émergents. En effet, la mise en place d'une zone de libre-échange initialement prévue pour l'année 99 a été ajournée en raison des difficultés financières et monétaires rencontrées par le Brésil et l'Argentine. Ces pays ont alors dû prendre unilatéralement des mesures d'urgence et revoir leurs ambitions. L'Argentine a souffert énormément de la chute du prix du pétrole brut et des produits céréaliers. Aussi, en 1999, le Brésil effectuera une dévaluation du réal, une baisse de 30% par rapport à la monnaie des États-Unis, ce qui va affecter fortement l'économie argentine. L'augmentation massive des exportations brésiliennes vers l'Argentine a provoqué un mouvement de revendication de la part des producteurs argentins qui ont exigé plus de protection pour leurs produits, afin d'atténuer le conflit. Le Brésil décida d'abandonner son programme de financement des exportations. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour empêcher la situation en Argentine de s'aggraver et en 2001, lorsque la crise éclate, les tensions commerciales déjà existantes au sein du Mercosur s'amplifieront davantage. Malgré une augmentation globale du commerce entre les États membres du Mercosur, ceux-ci seront confrontés à une véritable remise en question des principes de l'union douanière au premier semestre 2001. À ce moment-là, la crise argentine s'approfondit et la dépréciation du réal s'intensifie. Le gouvernement argentin décide unilatéralement de rétablir certains tarifs douaniers intra-Mercosur et de procéder à des modifications du TEC. Ces modifications ont été officiellement avalisées par les partenaires du Mercosur sous forme d'une dérogation temporaire à la règle du tarif commun pour une période allant jusqu'en décembre 2002. Les fréquentes remises en cause du tarif extérieur commun ont soulevé le doute quant à la volonté du gouvernement argentin de préserver une union douanière. Effectivement, Carlos Menem et de Domingo Cavallo se sont montrés peu enthousiastes à l'égard du Mercosur dans l'élaboration de leur politique extérieure. Selon eux, l'Argentine gagnerait beaucoup plus d'une insertion internationale élargie et tournée vers d'autres blocs commerciaux, ALENA, UE. Ainsi, l'Argentine prenait la transformation du Mercosur en une zone de libre-échange se rapprochant de celle en vigueur en Amérique du Nord, selon les dirigeants de l'Argentine. Cela aurait donné aux pays membres plus de liberté afin de négocier des accords de libre-échange bilatéraux, notamment avec les États-Unis. Parallèlement à l'essoufflement du Mercosur, les négociations continuent de progresser en vue de la création d'une zone de libre-échange des Amériques. À cet égard, les États membres du Mercosur ont longtemps eu des difficultés à coordonner leur stratégie afin de négocier d'une même voie. Les crises économiques et sociales vécues par les membres du Mercosur entre 1999 et 2002 ont interrompu la dynamique d'intégration qu'avait connue la zone entre 1990 et 1998. Les exportations intra-zones passent
de 25,2 à 11,5% des exportations totales de la zone. Durant la même période, les importations infrarégionales passent de 21,2 à 17,1% des importations totales du Mercosur. Par contre, certains événements sont venus atténuer les perspectives négatives. Suite à la fin de la parité du peso au dollar, l'administration des États-Unis a peu soutenu l'Argentine au plus fort de la crise. Ainsi, la méfiance déclarée à l'égard du multilatéralisme commercial du nouveau gouvernement Duhalde a provoqué un sursaut régional. Au moment de la réunion du Conseil du marché commun le 18 février 2002, les plus hauts représentants des pays membres du Mercosur ont affirmé leur volonté de poursuivre le processus d'intégration commerciale. De plus, l'arrivée de Lula à la tête du gouvernement brésilien semble avoir donné un nouveau souffle aux relations régionales et plus particulièrement aux relations bilatérales entre le Brésil et l'Argentine. Ce nouvel élan sera confirmé par le changement de gouvernement en Argentine au milieu de l'année 2003. Le Mercosur et le retour des beaux discours. Dans cette partie, nous tenterons de présenter diverses initiatives mises de l'avant par les dirigeants des pays du Mercosur. Cependant, si les intentions sont bonnes, les propositions des dirigeants ne semblent pas toujours se traduire par une plus grande intégration, comme nous le verrons un peu plus loin. En 2002, l'arrivée de Luiz Inácio da Silva, Lula, à la présidence du Brésil a semblé donner un nouvel élan au Mercosur. En effet, ce dernier était sa priorité en termes de politique étrangère. Plus largement, le nouveau président brésilien va favoriser la dynamique d'intégration sud-sud, faisant passer les négociations avec le Nord au second plan. Cette nouvelle dynamique d'intégration régionale tente de concilier développement économique et justice sociale. Cet élan va entraîner de nouveaux projets institutionnels. Les voyages de Lula dans la région sud-américaine ont été marqués par une volonté de renforcer les liens entre les pays de la région par l'intermédiaire de l'extension du Mercosur. À ce titre, le nouveau président a nommé une personne chargée du suivi des négociations dans le contexte du renforcement du Mercosur. L'originalité de ce poste est qu'il est rattaché directement à la présidence, disposant ainsi de réels pouvoirs politiques. En février 2003, le secrétariat administratif de Montevideo se transforme en secrétariat technique. Le grand projet proposé par Lula sera la création d'un parlement du Mercosur qui donnerait une place à la représentation démocratique au sein du processus d'intégration. Si l'Argentine semble favorable à ce projet, les petits pays, Uruguay et Paraguay, sont plus que méfiants à son égard. Étant donné leur petite taille, ceux-ci ont peur de voir diminuer leur influence dans les processus de prise de décision au sein du bloc. De nouvelles agences gouvernementales sont également créées afin de favoriser l'intégration. L'axe argentino-brésilien se veut le fer de lance de ces processus. En mai 2003, les deux exécutifs se lancent dans la création d'un institut de coopération monétaire. Les crises issues de la dévaluation du réal et de la fin du Conseil monétaire en Argentine ont éveillé la conscience des autorités des deux pays sur la nécessité d'une coopération accrue dans ce domaine. C'est à ce moment, en mai 2003, qu'est élu Néstor Kirchner en Argentine. Le premier président élu depuis la crise économique et sociale se prononce lui aussi en faveur de la relance du processus d'intégration au sein du Mercosur. Le seul pays du bloc réticent à cette politique est l'Uruguay, qui préfère privilégier les négociations hémisphériques et plus particulièrement les pourparlers avec les États-Unis. Il proposera alors une négociation 4+1 avec les États-Unis. En juin, Lula et Kirchner se mettent d'accord pour la création d'un parlement du Mercosur et lancent l'idée d'une intégration de l'ensemble du continent sud-américain. Approfondissement et élargissement deviennent alors les deux mots-clés des dirigeants du bloc. Cependant, il faut bien considérer que les annonces ne se traduisent pas toujours en des mesures concrètes. Particulièrement dans le domaine de l'approfondissement de l'intégration, les contradictions internes empêchent d'avancer concrètement. Le 7 octobre 2003, Eduardo Duhalde, ancien président de l'Argentine, devient officiellement représentant du comité du Mercosur. À ce titre, il exercera une influence importante en faveur d'une intégration accrue du bloc et de l'Amérique latine. Le 17 octobre, Lula et Kirchner concrétisent leur alliance stratégique avec la signature du consensus de Buenos Aires. Cette déclaration vise à reconnaître la priorité politique de la lutte contre la pauvreté et le chômage. Même si cette initiative se veut une alternative au consensus de Washington, la promotion des équilibres macroéconomiques y reste importante. C'est toutefois l'intégration sud-sud qui fait figure de priorité durant cette période. Les négociations en vue de la signature de la ZLEA seront perturbées et le projet original sera remis en cause en novembre 2003, notamment en raison de l'opposition de l'Argentine et du Brésil. En novembre 2004, l'élection de Tabaré Vázquez à la présidence de l'Uruguay va se traduire par une implication accrue de l'Uruguay au sein du Mercosur. Cependant, les liens économiques avec les États-Unis et l'intégration hémisphérique demeurent toujours un enjeu important pour le gouvernement Vázquez. L'intégration des pays du cône sud prendra également la formation de la coopération militaire. La première décision commune sera de refuser de s'engager dans la coalition menée par les États-Unis pour faire la guerre en Irak. En avril 2004, le Mercosur prépare un convoi militaire pour une mission de maintien de la paix en Haïti sous l'égide de l'ONU. En septembre 2004, les membres du Mercosur annoncent la mise sur pied d'un secrétariat régional de la défense.
Celui-ci devait être chargé d'accroître la coopération militaire, de mettre en place des activités communes et de proposer des outils de formation à l'échelle régionale. De nouvelles manœuvres militaires sont également réalisées en commun en juin 2005. Linéament de l'intégration économique. Dans cette partie, nous allons tenter d'évaluer les effets de ces accords institutionnels sur les structures économiques. Tout d'abord, nous pouvons distinguer trois formes d'intégration en profondeur au sein du cône sud et au-delà de l'Amérique du Sud. L'intégration infrastructurelle, l'intégration énergétique et l'intégration des chaînes de production. Concernant les infrastructures, les projets en cours entre 2003 et 2005 sont très nombreux. L'idée qui figure derrière tous ces programmes est que la construction de réseaux routiers, aériens, ferroviaires et de télécommunications est un moyen d'accroître les flux économiques, commerce, investissement entre les agents des différents pays membres et membres associés du bloc régional. Conformément au protocole d'intégration physique du Mercosur, de nombreux projets de réseaux routiers, énergétiques, de transport, etc. vont être lancés pour promouvoir l'intégration. Dès juillet 2003, les présidents argentins, brésiliens et chiliens commencent à négocier la création d'une artère de communication Atlantique-Pacifique. En août 2004, le projet prend la forme d'une liaison ferroviaire Argentine-Brésil-Chili permettant de passer outre les frontières naturelles, cordillère des Andes, pour promouvoir l'intégration du cône sud. La construction du corridor sera finalement lancée le 7 juin 2005 lors d'une rencontre entre Nestor Kirchner et Ricardo Lagos, président du Chili. Un autre projet de route transocéanique est en cours entre le Brésil et le Pérou. Ce projet impliquait à l'origine la construction d'une route allant de Manaus, nord-est du Brésil, jusqu'à l'océan Pacifique. Les discussions autour du projet ont été lancées en août 2003 et elles ont évolué pour devenir un corridor de 2600 km partant du sud-ouest du Brésil, passant par la Bolivie, et ce jusqu'à l'océan Pacifique au Pérou. Le 5 août 2005, les pays signaient le traité marquant le début de l'autoroute transocéanique. Il s'agit d'un projet de 1,1 milliard de dollars auquel collaboreront des entreprises brésiliennes et péruviennes. Enfin, l'intensification des lignes aériennes régionales est aussi une des façons dont s'est exprimée l'intégration réticulaire de l'Amérique du Sud. Au niveau des télécommunications, la région tente de s'assurer une autonomie à l'égard des opérateurs du Nord. À cet égard, Chavez et Lula ont signé une entente visant à la signature d'un accord sur les télécommunications. Un autre accord a été signé sur le sujet entre l'Uruguay et le Brésil. Même la Chine joue un rôle dans ce processus en lançant un satellite pour cette région. Le projet le plus important dans ce domaine est la création d'une chaîne de télévision d'information des pays d'Amérique du Sud, Télésur. Ce projet vise à donner une voix sud-américaine sur les questions touchant le continent et les autres événements mondiaux. Le Venezuela est à l'origine du projet. La chaîne est la propriété de 4 pays différents. Venezuela 51%, Argentine 20%, Cuba 19% et l'Uruguay 10%. La première émission a été télédiffusée le 25 mai 2005. Cette multiplication des manifestations de l'intégration des infrastructures est accompagnée par un accroissement de la coopération dans le domaine énergétique. Ce volet de l'intégration dépasse lui aussi les frontières du Mercosur. L'Amérique latine est un acteur majeur au niveau mondial dans ce domaine. En effet, selon la CEPAL, 13% des réserves mondiales de pétrole se trouveraient dans ce continent. D'ailleurs, le président Chavez a été le premier à promouvoir l'intégration énergétique lors d'un voyage en Argentine en mai 2003. Il propose alors de lancer un grand conglomérat pétrolier impliquant tous les gouvernements sud-américains. Mais, comme c'est fréquemment le cas, c'est une situation de crise qui va entraîner l'accélération du processus d'intégration énergétique. En 2004, l'Argentine se relève de la crise et connaît une phase de forte croissance économique. Or, cette forte croissance a entraîné une très forte hausse de la consommation énergétique du pays. Dans ces conditions, le gouvernement a été obligé, sous la pression des entreprises, de couper l'ensemble des exportations de gaz en direction de l'Uruguay et du Chili à partir de mars 2004. Or, le Chili s'est retrouvé démuni face à cette diminution drastique des quantités de gaz qui lui étaient offertes. Cette rupture unilatérale enfreint le traité bilatéral signé en 1995. C'est à ce moment que le Brésil est venu au secours de l'Argentine en lui fournissant de l'électricité et du pétrole. Dans un même élan de solidarité, le Venezuela a offert 5,15 millions de barils de pétrole en échange de 25 000 têtes de bétail. Enfin, la Bolivie a signé un contrat avec l'Argentine en lui proposant la construction d'un nouveau gazoduc entre les deux pays. En avril 2004, le Brésil, la Bolivie et l'Argentine parachèvent leur accord énergétique qui passe pour une étape fondamentale dans la construction de l'intégration régionale. Le Brésil s'engage de son côté à fournir le Chili en gaz afin de régler les différends énergétiques au sein du cône sud. En mars 2005, une réunion tripartite entre le Venezuela, l'Argentine et le Brésil donne une autre impulsion à l'intégration dans ce domaine. À terme, le projet devrait aboutir à la création d'un grand conglomérat sud-américain du pétrole nommé Petrosur. De nombreuses autres initiatives locales prouvent l'intensité de la coopération dans ce domaine, tout ont pour perspective d'assurer l'autonomie énergétique du Mercosur et du continent.
Le dernier volet de l'intégration que nous désirons illustrer est celui des liens d'affaires qui se nouent dans la région, investissement privé, commerce et du soutien des milieux économiques au processus d'intégration. De nombreux accords ont été signés afin d'encourager ces liens, même si des difficultés persistent en ce domaine. À titre d'illustration, le Brésil et l'Argentine ont signé un nouvel accord en mai 2005 visant à multiplier les liens d'affaires entre les deux pays et à accélérer l'intégration productive. Dans le domaine agricole et alimentaire, plusieurs projets sont en cours. Les milieux d'affaires sont partagés en ce qui concerne leur soutien à l'intégration régionale. Le soutien du secteur agroalimentaire est clair. La position offensive du bloc à l'égard des pays du Nord explique ce comportement. Cependant, les milieux industriels sont parfois sceptiques quant à l'efficacité du processus. Cette perplexité peut être due à l'importance des liens d'investissement avec les pays du Nord et aux difficultés chroniques de l'unification douanière au sein du bloc, que nous analyserons dans la partie suivante. Les milieux d'affaires brésiliens cherchent à privilégier les liens avec le Nord et les entrepreneurs argentins sont très hostiles vis-à-vis de leurs homologues brésiliens. Ceci est le reflet de contractions internes au Mercosur que nous allons explorer dans la partie suivante. Les contradictions entravant l'intégration. Le Mercosur au bord de la dislocation. Dans la partie précédente, nous avons tenté de relever l'ensemble des processus économiques et politiques qui montrent que le Mercosur semble être sur la voie de la reprise. Mais nous devons aussi mettre en évidence les contradictions internes au processus d'intégration. Celles-ci sont nombreuses et elles laissent planer un doute sur la possibilité d'un réel approfondissement de l'intégration régionale. Deux problèmes principaux peuvent être soulevés. Les conflits d'intérêts entre l'Argentine et le Brésil, en partie causés par le processus d'intégration, et la perpétuation des liens économiques plus forts avec l'extérieur de la zone. L'axe Argentine-Brésil est le pivot du processus d'intégration économique. Or, depuis 2004, un certain nombre de désaccords, voire de différends, se sont affirmés entre les deux pays. Au mois de juillet 2004, l'Argentine décide de mettre en place un tarif douanier d'urgence de 21% et des quotas sur des produits industriels brésiliens, postes de télévision et électroménagers. Lula demande immédiatement à l'Argentine, sous la pression des industriels et des travailleurs, d'abandonner l'ensemble de ces barrières tarifaires. Ce conflit particulier ramène sur le devant de la scène trois problèmes récurrents au sein du Mercosur. Premièrement, la question du règlement des différends. Deuxièmement, le retard accumulé dans le processus d'unification douanière et d'élimination interne des obstacles aux échanges. Et troisièmement, le problème des clauses de sauvegarde. Concernant le premier problème, Lula comme Kirchner ont insisté dans cette affaire pour régler la question politiquement entre exécutifs nationaux. La deuxième question renvoie à la difficulté de trouver un compromis pour assurer l'intégration en profondeur du cône sud. Le Brésil comme l'Argentine ont des structures productives variées avec des secteurs industriels diversifiés. Or, l'intégration pose la question de la division du travail au sein du bloc et donc de la restructuration industrielle. En adoptant ce tarif douanier sur les marchandises industrielles brésiliennes, l'Argentine veut envoyer un message clair au Brésil. L'Argentine est un fervent partisan de l'intégration, mais pas d'un processus d'intégration qui ait pour conséquence la désindustrialisation du pays. D'où l'idée des clauses de sauvegarde. L'Argentine demande au Brésil de donner le temps de s'ajuster aux industries argentines secouées par la crise de 2001. De son côté, le Brésil va s'opposer à une telle disposition pendant plusieurs mois, allant même jusqu'à menacer d'appliquer des mesures de rétorsion. Il faudra attendre juillet 2005 pour que le Brésil accepte de négocier la création d'un mécanisme d'application des clauses de sauvegarde, mais le Brésil demande à l'Argentine de faire un pas en sa direction en acceptant la mise en place d'un mécanisme régional visant à coordonner et harmoniser les politiques industrielles au sein du bloc afin d'accroître l'intégration tout en respectant le tissu industriel de chacun des pays du Mercosur. Finalement, le 1er février 2006, les deux pays se sont mis d'accord pour la création d'un mécanisme d'adaptation à la concurrence qui permettra aux pays affectés de recourir à des clauses de sauvegarde. Fondamentalement, le conflit entre les deux pays est aussi un conflit de pouvoir et d'influence. La politique brésilienne, visant à accroître son rayonnement et sa visibilité internationale, agace fortement l'Argentine. C'est la raison pour laquelle cette dernière refuse de soutenir la candidature du Brésil comme membre permanent du Conseil de sécurité au sein de l'ONU. Par ailleurs, les petits pays du Mercosur, Uruguay et Paraguay, se sentent étouffés au milieu des deux économies qui les dominent. Malgré les déclarations d'intention, la prise en compte de l'asymétrie économique par le Brésil et l'Argentine semble un dossier sans cesse remis à plus tard. Ceci explique en partie le fait que l'Uruguay et le Paraguay se retournent maintenant vers les États-Unis. Effectivement, au mois de septembre 2005, le Paraguay a avoué qu'il cherchait à renforcer sa coopération économique et militaire avec les États-Unis. L'installation d'une base militaire américaine sur le territoire paraguayen a créé un fort ressentiment à leur égard chez tous les autres membres du Mercosur. Par ailleurs, l'Uruguay a signé en novembre 2004 un traité bilatéral sur le commerce et l'investissement avec les États-Unis. Malgré les difficultés que pose sa ratification, le gouvernement uruguayen ne semble pas renoncer à la coopération économique avec l'Amérique du Nord. Si les rumeurs de négociations de libre-échange avec les États-Unis ont longtemps été démenties, Vasquez affirme aujourd'hui qu'une libéralisation est à l'ordre du jour.
La volonté de ces pays de se libérer du poids économique et politique de leurs puissants voisins explique ces agissements contradictoires avec l'approfondissement du Mercosur. Il est évident que si les gouvernements brésiliens et argentins ne prennent pas en compte plus sérieusement l'asymétrie avec les deux autres pays, le Mercosur sera voué à l'implosion. Les gouvernements uruguayens et paraguayens, tout comme les acteurs socio-économiques de ces deux pays, semblent las de se faire traiter comme des satellites sans importance dans les négociations. Nous pouvons aussi relever un autre obstacle très important au processus d'intégration en profondeur au sein du Mercosur. Comme l'indiquent les graphiques 2 et 3 ci-dessous, les pays du Mercosur sont dépendants économiquement des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, que ce soit les membres de l'ALENA ou ceux de l'UE. Non seulement l'essentiel des flux commerciaux se fait avec ces deux blocs, mais surtout les flux d'investissement proviennent majoritairement de ces deux régions, alors qu'en 1998, les exportations se dirigeaient principalement à l'intérieur de la zone, 25,2% des exportations totales contre 24,8% vers l'UE et 17,3% vers l'ALENA. En 2004, les exportations intra-zone rétrogradent à la troisième place, 12,8% du total, loin derrière l'UE, 22,5%, et l'ALENA, 23,2%. Nous pouvons estimer que les crises économiques et financières successives ont entamé largement les marchés des pays membres. Ceci explique aussi la forte diminution générale des importations. La crise financière brésilienne et la crise économique argentine ont contracté la taille du marché des pays du cône sud. À cela, il faut ajouter la dévaluation des monnaies de chacun des pays qui a fortement pesé sur la valeur des exportations des pays membres et qui a contracté davantage la demande de produits étrangers. Par contre, même si l'essentiel des importations provient de l'ALENA et de l'UE en 2004, la part du Mercosur a repris du poids. Elle est certes passée de 21,2 à 17,1% entre 1998 et 2002, mais elle est remontée à 18,9% en 2004. Face à cela, les parts des importations européennes et nord-américaines ont régressé durant la même période, passant respectivement 27,8% et 25,2% à 21,1% et 19,4%. En définitive, nous pouvons noter un net développement des exportations totales, particulièrement en direction du nord, et en parallèle un déclin des importations totales entre 1998 et 2004. Si une progression des flux économiques intra-zones sont palpables à la suite de la crise, le retard accumulé du processus institutionnel d'intégration et la relative faiblesse des liens d'affaires remettent partiellement en cause l'enthousiasme des dirigeants politiques en faveur de l'intégration. D'ailleurs, les gens d'affaires des pays membres du Mercosur ne sont pas toujours convaincus de la pertinence de l'intégration régionale. Cela découle du fait que leurs principaux marchés sont davantage du nord que dans le côte sud. Cette dépendance à l'égard des débouchés extérieurs vient mettre en doute la pertinence économique de persévérer une intégration sans la mise en place d'un grand marché interne harmonisé. Certes, le bloc semble pour la première fois prêt à s'élargir. En effet, les membres du marché commun et le Venezuela négocient actuellement pour que ce dernier devienne membre à part entière du Mercosur. Le 9 décembre 2005, l'ensemble de ces pays s'est mis d'accord pour mettre en œuvre le processus d'intégration à travers les exigences du traité d'Asunción d'Olivo et d'Ouro Preto. Mais cet élargissement semble être l'arbre qui cache la forêt. Un autre conflit semble vouloir remettre en cause le Mercosur. L'autre conflit qui menace l'unité du Mercosur oppose l'Argentine et l'Uruguay concernant la construction de deux usines de pâte et de papier. Deux entreprises européennes veulent mettre en place cette unité de production à Fray-Brentos, en Uruguay, sur le bord du Rio de la Plata. Or, la province de l'Entre Ríos, en Argentine, est farouchement opposée à cette implantation dans la mesure où les impacts environnementaux sembleraient dommageables. Les citoyens de la ville de Gualeguaychú semblent particulièrement opposés à ce projet. Le gouvernement argentin a fait la demande expresse à son homologue uruguayen d'attendre les résultats d'une étude d'impact environnementaux sur le sujet. Or, l'Uruguay a donné l'autorisation de construction en décembre 2005 à la suite d'un rapport favorable produit par la Banque mondiale. Les racines du problème donnent les grandes leçons quant aux difficultés de l'intégration régionale. Premièrement, les intérêts entre les pays sont trop souvent contradictoires. Ici, d'un côté, nous avons un projet économique avec les emplois et investissements qui vont avec. De l'autre, nous observons les inquiétudes environnementales. Deuxièmement, le règlement des différends n'est ni institutionnalisé ni régional. Au lieu de tenter de régler le problème à l'intérieur du Mercosur, la province argentine menace d'avoir recours à la Cour internationale de justice de La Haye. La population locale argentine a entrepris le blocage des ponts entre leur pays et l'Uruguay entre les mois de janvier et mars 2006. Le président Vasquez a alors dénoncé cette entrave à la libre circulation des personnes qui est garantie par le Mercosur. Malgré les appels au calme de Kirchner, les citoyens de l'Entre Ríos refusent de céder. Malgré la fin du blocage, les cicatrices sont encore présentes et il semble que cet élément a accru la fragilité du bloc qui semble plus que jamais sur le bord d'exploser. L'Uruguay avoue aujourd'hui penser à se distancer de l'union douanière, voire de la quitter. L'Argentine a quant à elle annulé les festivités entourant le 15e anniversaire du Mercosur. Par ailleurs, le gouvernement brésilien ne semble pas très enclin à tenter de recoller les morceaux. Les mois qui viennent vont probablement déterminer le futur du processus d'intégration, mais l'optimisme de l'élargissement avec le Venezuela ne peut guère cacher la fragilité actuelle du bloc. Annexe 1, le Mercosur et ses partenaires. ALENA.
Le 19 juin 1991, à Washington, les pays membres du Mercosur signent avec les États-Unis un accord commercial et d'investissement, connu aussi sous le nom de The Rose Garden Agreement, nom du lieu de sa souscription, ou sous le nom de Cuatro más Uno. Cet accord s'inscrivait déjà dans le cadre le plus vaste de l'initiative pour les Amériques et prévoyait la mise en place d'un conseil sur le commerce et l'investissement composé de représentants des 5 pays. Tout d'abord, en matière d'investissement, il proposait de promouvoir et de faciliter les investissements réciproques. Par la suite, en matière de commerce, il reconnaissait la nécessité d'éliminer les barrières non tarifaires, ainsi que l'importance de protéger les droits de propriété intellectuelle et d'atteindre la libéralisation mondiale du commerce agricole. Le 16 avril 2002, les pays du Mercosur et les États-Unis se sont réunis dans le cadre de la troisième réunion du Conseil sur le commerce et l'investissement, au cours de laquelle les participants ont convenu de maintenir le rythme des négociations en cours au sein de l'OMC. En 1995, les négociations Mercosur-ALENA visant la libéralisation du commerce ont débuté. En fait, depuis la création de l'ALENA en 1994, les relations entre les pays du Mercosur et les États-Unis avaient surtout pris la forme de négociations visant la création de la ZLEA. Dans ce contexte, les relations entre le Brésil, moteur économique du Mercosur, et les États-Unis se sont révélées d'une extrême importance dans les négociations hémisphériques, d'autant plus que les deux pays ont partagé la présidence d'une des dernières phases de négociation. L'arrivée de Lula à la présidence du Brésil refroidit les échanges entre les deux pays, car celui-ci s'est toujours référé à la ZLEA comme un traité d'annexion aux États-Unis. L'arrivée de Kirchner va lui donner un partenaire au sein du bloc pour faire avorter le projet initial. La stratégie brésilienne de négociation s'est révélée gagnante. Premièrement, le Brésil a réussi à maintenir une négociation par blocs régionaux plutôt que par pays individuels. Deuxièmement, les objectifs des négociations ont été largement revus à la baisse. La formule de libéralisation massive prévue par les États-Unis a été rejetée lors de la conférence de Miami les 20 et 21 novembre 2003 pour une ZLEA à la carte qui comporte deux volets. Le premier volet est la mise en place d'un cadre de réduction des tarifs douaniers pour la zone, mais comme l'avait exigé le Brésil, les délais seront beaucoup plus souples que ce qui était initialement prévu. Un deuxième volet s'est ouvert pour tous les sujets qui portent à polémique, par exemple l'investissement, les marchés publics, les mesures anti-dumping et l'agriculture. Pour ces sujets, des ententes bilatérales ou plurilatérales seront possibles. Il faut signaler que l'Uruguay a négocié un accord cadre sur le commerce et les investissements en 2004 avant le changement d'administration. Le Mercosur et le Canada ont ratifié une entente de coopération en matière de commerce et d'investissement à Buenos Aires le 16 juin 1998. En plus de contenir un plan d'action en matière de commerce et d'investissement, l'entente a mis sur pied un groupe consultatif de coopération en commerce et investissement et un conseil constitué de représentants d'entreprises. Il s'agit encore une fois de faciliter la collaboration entre les pays concernés au sein de la ZLEA, de l'Organisation mondiale du commerce et du groupe de Kern. Le groupe consultatif s'est réuni pour la première fois en novembre 1999 à Toronto. Cette réunion a été l'occasion de mettre sur pied deux comités pour traiter de deux questions spécifiques: la coopération douanière et technique et la promotion et l'expansion du commerce. Des négociations ont eu lieu entre le Canada et le Brésil au nom du Mercosur afin d'accroître la coopération entre les deux. Il s'agit d'un dialogue sur le commerce et les investissements qui a commencé les 22 et 23 novembre 2004 lors de la visite de Paul Martin, Premier ministre du Canada, au Brésil. Il s'agit d'une discussion sur l'accès au marché, le commerce et les investissements dans le cadre de la ZLEA. Deux autres rencontres ont eu lieu à cet effet les 7 et 8 février et le 18 mai 2005. Le Mexique est également appelé à négocier avec le Mercosur. Ces rapports s'inscrivent plutôt dans la logique de l'intégration latino-américaine marquée par le traité de Montevideo de 1980. En décembre 2002, un accord de complémentarité économique a été conclu dont l'objectif final est la création d'une zone de libre-échange entre les deux partenaires. Une première étape a été constituée du renforcement de la coopération économique et commerciale à travers, par exemple, la promotion de rencontres d'entrepreneurs, des ateliers, séminaires et missions commerciales. L'accord de complémentarité économique a été adopté par le Mexique en juin 2004. Pendant ce temps, dès avril 2004, l'administration mexicaine a fait connaître son vœu de devenir membre à part entière du Mercosur. Le gouvernement se dit prêt à entamer les négociations pour devenir membre associé de l'institution. En juillet 2004, lors d'une rencontre présidentielle du bloc régional, Lula donne son appui à l'intégration du Mexique. Le Mercosur deviendrait ainsi l'instance de coordination des 4 grands pays d'Amérique latine, Brésil, Chili, Argentine et Mexique, ou encore sa voix forte, selon Vicente Fox, président du Mexique. L'Uruguay avait pris une mesure d'avance puisque le 14 juillet 2004, un accord de libre-échange avec le Mexique a été paraphé. La négociation d'un accord de libre-échange avec l'ensemble du bloc commence en mai 2005. Il s'agit d'une première étape dans l'intégration du Mexique comme membre associé. Union européenne. Depuis la constitution du Mercosur, l'UE négocie avec le regroupement, notamment en 1991 avec la réunion des ministres des Affaires étrangères de chaque pays membre.
et du président de la Commission européenne. L'année suivante, un accord de coopération technique fut signé. La signature de cet accord contribue également à la mise en place de programmes de coopération technique comprenant des séminaires, sessions d'études et l'instauration d'instances de dialogue entre les acteurs politiques, sociaux et économiques. En 1994, un processus de négociation politique, économique et commerciale s'entama avec la réunion des ministres des Relations extérieures des pays de chaque groupe économique. Ce processus aboutira à la signature à Madrid le 15 décembre 1995 d'un accord cadre de coopération interrégionale. Cet accord avait pour but la libéralisation progressive du commerce entre les deux régions, l'augmentation de la réciprocité des relations et la création d'une association à caractère politique et économique regroupant différents groupes sous-régionaux. En aucune occasion auparavant, deux blocs économiques n'avaient manifesté une telle volonté de faire converger leurs intérêts, ce qui donna lieu à la naissance d'un partenariat particulier dans le but de faciliter la ratification d'accords de coopération commerciale entre les compagnies intéressées des deux blocs régionaux. Ce partenariat EU-Mercosur est une adaptation de l'Europartenariat, un programme de la Commission européenne. Il est composé de plus de 300 entreprises de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay, et de 200 entreprises des 15 États fondateurs de l'UE. Une première rencontre des membres du partenariat a eu lieu les 3, 4 et 5 décembre 1997 à Montevideo, en Uruguay. Une coopération s'est établie dans les secteurs industriels suivants: agro-industriel et alimentaire, produits chimiques, plastiques et dérivés, textiles et confection, et enfin métal et mécanique. En juin 1996 a eu lieu la première réunion de la commission mixte UE-Mercosur, une instance établie dans l'accord cadre de coopération interrégionale de 1995 à Bruxelles. On y initia la préparation de négociations commerciales bilatérales et on y établit un programme de coopération en vue de la construction d'une zone de libre-échange pour l'année 2007. Les obstacles majeurs à ces projets apparurent surtout dans le secteur du commerce agricole. En plus de ces démarches, était prévue à l'agenda la création d'un mécanisme de consultation afin de coordonner les positions des deux blocs économiques lors de forums internationaux spécifiques. Outre la commission mixte, l'accord cadre de coopération interrégionale de 1995 prévoyait l'établissement d'un conseil de coopération composé des membres de différents groupes sous-régionaux et une sous-commission commerciale ayant pour fonction, entre autres, de définir les produits sensibles et prioritaires, les barrières douanières, une méthodologie d'analyse des flux de services, la normalisation et la certification. Au mois de mai 2002, lors du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mercosur et de l'UE, tenu à Madrid, les représentants des deux blocs ont réitéré leur volonté de renforcer les relations entre les deux régions, en foi de quoi la Commission européenne a proposé d'intensifier son plan d'action en Amérique latine dans plusieurs domaines prioritaires. Pour le Mercosur, cette coopération s'est traduite par un versement de 48 millions d'euros pour le renforcement de ses institutions, comme le tribunal permanent de révision de controverses, de ses politiques sectorielles, de ses structures économiques et commerciales et de ses liens avec la société civile. De plus, un montant destiné à chacun des pays pour des projets spécifiques a été prévu. Quelques mois plus tard, la Commission européenne a lancé son plan de stratégie régionale Mercosur-UE 2002-2006. La rencontre Mercosur-UE, qui s'est déroulée à Brasilia du 11 au 14 novembre 2002, a été marquée par des discussions autour de la question agricole. Les Européens n'étaient toujours pas prêts à faire de grandes concessions et d'entamer une révision de leur politique agricole commune. Par contre, pour ce qui est des autres produits, l'UE souhaite élargir le plus possible l'étendue du commerce en accélérant la libéralisation entre les deux parties. Il s'agira des deux points qui vont enrichir le feuilleton de négociation, d'espoir, puis de blocage des négociations entre 2003 et 2005. Une première offre globale de libéralisation était prévue en avril 2003, puis la date s'est vue repoussée à la fin de cette année-là. D'un côté, le Mercosur, et le Brésil en particulier, vont être intransigeants sur le commerce des produits agricoles et alimentaires. De l'autre, l'UE va demander une forte protection des investisseurs et de la propriété intellectuelle, une libéralisation des services, particulièrement la finance, et un rythme de libéralisation plus rapide. Début 2004, les deux blocs semblent optimistes et espèrent finaliser l'accord de fin mai 2004. Tout semble bien avancé en avril de cette année. Les deux regroupements semblaient vouloir faire des concessions mutuelles, mais le fond du problème n'est pas réglé et les échéances sont une nouvelle fois reportées afin de poursuivre les pourparlers. Le reste de l'année 2004 sera marqué par des échecs successifs dans les négociations sur les pierres d'achoppement traditionnelles. En 2005, chacune des parties semble prête à reprendre les discussions. L'UE propose en juillet 2005 de profiter du sommet UE-Amérique latine à Vienne en mai 2006 pour clore les négociations de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Les membres associés, le Chili. Les accords souscrits par le Chili ont pour objectif la formation de zones de libre-échange entre ce pays et le Mercosur. L'interdépendance économique n'a cessé d'augmenter et a engendré la création d'instruments pour faciliter celle-ci. Ainsi, le total des exportations du Chili vers les pays du Mercosur a augmenté de 136% entre 1991 et 1997, passant de 795 millions de dollars à 1,879 milliards.
De 1999 à 2001, les exportations vers les pays du Mercosur ont représenté en moyenne 10% du total de ces exportations. En 2002, par contre, la chute fut importante. Les exportations ont été de 32% inférieures à celles de l'année précédente, mais elles ont doublé entre 2002 et 2004. 1,9 milliard de dollars. L'accord de complémentarité économique signé avec le Chili le 25 juin 1996 comporte un aspect particulièrement important. Il permet l'incorporation, après négociation, des autres membres de l'ALADI. Cette clause de l'accord avec le Chili s'avère être une des conditions du traité de Montevideo. En plus de cette particularité, l'accord avec le Chili contient les objectifs suivants. Premièrement, établir un cadre juridique et institutionnel de coopération et d'intégration qui contribuera à la libre circulation des biens et des services. Deuxièmement, établir une zone de libre-échange d'ici 10 ans. Troisièmement, promouvoir le développement et l'utilisation de l'infrastructure physique déjà existante en priorisant tout particulièrement l'établissement de liens interocéaniques. Quatrièmement, promouvoir et encourager les investissements réciproques. Cinquièmement, encourager la complémentarité et la coopération économique, énergétique, scientifique et technologique. Cet accord, en plus des aspects commerciaux, propose l'intégration physique en facilitant le transit de personnes et la circulation de biens et en favorisant l'exploitation des voies de communication terrestres, fluviales et maritimes. Malgré l'échéancier fixé plus tôt, la zone de libre-échange Mercosur-Chili n'entrera en vigueur de façon complète qu'en 2014. Par contre, pour le Mercosur, il s'agit d'aller plus loin que le partenariat offert par le Chili actuellement. Le plus grand obstacle réside dans l'écart entre les tarifs à l'importation adoptés par le Chili d'un côté et par les membres du Mercosur d'un autre. Au début de l'année 2005, le Chili a un tarif extérieur moyen sur les exportations qui se situe actuellement à 3%. En comparaison, les pays du Mercosur imposent en moyenne un TEC de 14%. Afin de contourner ce problème, certaines autorités chiliennes ont lancé l'idée d'une adhésion à l'union douanière qui n'obligerait pas le Chili à adopter le tarif extérieur commun. Dans ce cas, il s'agirait d'une participation plus politique qu'économique, ce qui ne satisfait pas complètement les pays du Mercosur. Communauté andine, la Bolivie. Pour ce qui est de la Bolivie, bien que le commerce avec les pays du Mercosur soit inférieur à celui du Chili, il dépasse les niveaux atteints avec le reste des pays de la communauté andine. La Bolivie a signé un accord de complémentarité économique avec le Mercosur le 7 décembre 1995, accord qui comporte la même finalité que l'accord avec le Chili, c'est-à-dire l'établissement d'une zone de libre-échange avec un programme de libéralisation commerciale de 90% des produits d'ici 10 ans. L'accord a fait l'objet en février 1997 d'une entente définitive sur la question de la consolidation d'une zone de libre-échange au bout de 10 ans. Ses objectifs sont les suivants: accroître les relations économiques et commerciales, mener des actions et des projets conjoints d'intégration des voies publiques, de transport et de communication, établir un cadre normatif pour la promotion et la protection des investissements, favoriser la consultation durant les négociations commerciales avec d'autres pays et blocs économiques. Comme le Chili, la Bolivie serait une autre candidate potentielle au poste de membre à part entière du Mercosur. Sur l'aspect commercial, ce serait une association logique puisque plus du tiers de son commerce, soit 38,9% de ses exportations et 43% de ses importations, s'effectue avec le cône sud. Toutefois, l'obstacle vient du fait qu'elle appartient à la communauté andine et qu'une des clauses du Mercosur stipule que ses membres ne peuvent pas participer à deux regroupements du même type à la fois. Cet obstacle semble pouvoir se résoudre avec la constitution de la communauté sud-américaine des nations, dont nous parlerons plus tard. Les pays du Mercosur se sont sentis très concernés par les crises politiques à répétition qui se sont déroulées en Bolivie depuis 2004. Le bloc régional a tenté de s'impliquer diplomatiquement à ce sujet. D'autre part, la Bolivie fait partie des projets d'intégration physique du bloc, comme nous avons pu le voir dans le texte. Le Pérou, lui, a mis en œuvre un échéancier plus rapide que pour le reste de la communauté andine. En août 2003, il termine les négociations commerciales préalables à l'entrée du Mercosur. Celles-ci aboutissent au traditionnel accord de libre-échange entre le pays et la zone. De nombreux projets d'intégration infrastructurelle, réseaux routiers et aériens, ainsi qu'énergétiques, sont en cours de réalisation entre le Mercosur et le Pérou. Venezuela. Les liens avec le Venezuela et le Mercosur sont très forts du fait de la forte volonté politique de Chavez de promouvoir l'unité de l'Amérique du Sud. Essentiellement, les accords économiques signés entre le Venezuela sans la communauté andine et les pays du Mercosur tournent autour du pétrole. L'Argentine, le Brésil et l'Uruguay ont signé des partenariats énergétiques. En échange, la zone fournit des produits agroalimentaires, pharmaceutiques ou des biens de consommation. En décembre 2005, le Venezuela a commencé le processus de ratification des protocoles d'Asunción, d'Ouro Preto et d'Olivio afin d'intégrer pleinement le Mercosur. Communauté andine en tant que telle est Colombie plus Équateur. Les pays de la communauté andine, Bolivie, Colombie, Pérou, Équateur et Venezuela, avaient réitéré, lors du sommet de Sucre en avril 1997, leur intention de former une zone de libre-échange avec le Mercosur. Un accord cadre a donc été signé le 16 avril 1998 à Buenos Aires, en Argentine. En décembre 2002, les deux groupes de pays ont signé un accord de complémentarité économique qui recouvre les mêmes objectifs des accords de complémentarité économique signés avec la Bolivie.
Depuis lors, les deux blocs se sont lancés dans des négociations de libre-échange. Un premier objectif est de donner suite au pourparlers du 31 décembre 2003. Les négociations vont se buter sur les délais et l'ampleur des réductions tarifaires. L'échec des négociations hémisphériques va retarder les échéances. Il faudra attendre le 4 avril 2004 pour que soit paraphé un accord de libre-échange sur 80% des produits. Cet accord sera un des piliers de la communauté sud-américaine des nations. Lors du sommet présidentiel du Mercosur du 15 au 20 décembre 2004, le Venezuela, la Colombie et l'Équateur deviennent officiellement membres associés du Mercosur. La réciproque devient officielle le 12 juillet 2005. Communauté sud-américaine des nations, le CSN. L'arrivée au pouvoir dans les principaux pays du bloc et d'Amérique du Sud d'une gauche tiers-mondiste a favorisé la multiplication des liens avec une grande partie des pays du Sud, mais les liens avec les autres pays de l'Amérique latine se veulent davantage qu'une coopération stratégique. Il s'agit d'un projet d'intégration continentale à long terme. De nombreuses instances de coordination des pays d'Amérique latine existent déjà. ALADI, Groupe de Rio, etc. Les négociations de libre-échange entre le Mercosur et la communauté andine des nations, qui représente 9 pays sud-américains sur 12, sont la base de ce processus d'intégration multidimensionnelle. C'est le 7 août 2004 que Lula, président du Brésil, et Duhalde, secrétaire du comité du Mercosur, annoncent officiellement la création de cette communauté sud-américaine des nations. Le projet se traduit par 4 volets. Premier volet, intégration, qui comprend un forum de négociation commerciale visant l'intégration continentale à plusieurs vitesses. Les pays qui se sentent prêts à aller plus vite peuvent le faire. Par contre, ceux qui préfèrent aller à un rythme plus lent ont la possibilité de le réaliser. Il s'agit de la clause en or. Deuxièmement, un fonds de 100 millions de dollars financé par un apport de 0,1% du PIB des pays membres servira à assister les pays les plus faibles économiquement. Troisièmement, un protocole d'intégration physique va être signé avec l'obtention d'un fonds multilatéral de 70 milliards de dollars. La région représente une population de 360 millions d'habitants, une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, un PIB de 800 milliards de dollars et un commerce international de 188 milliards de dollars. La naissance officielle de la communauté date du 9 décembre 2004, avec la signature de la déclaration de Cusco. Cette ville des temples incas est un lieu tout à fait symbolique pour affirmer l'unité politique de l'Amérique du Sud. L'initiative se veut un contre-pied à la ZLEA, promue par les États-Unis sans être une déclaration de guerre économique contre le nord de l'hémisphère. De la même manière, le projet souhaite une rupture avec le modèle néolibéral et le consensus de Washington en prenant la justice sociale, la réduction des inégalités et le développement économique, sans renoncer aux préceptes de l'équilibre budgétaire et de l'orthodoxie financière. Il ne s'agit pas d'une institution dotée d'un siège ou d'un budget de fonctionnement. Les institutions déjà existantes et les pays membres se chargeront de son existence. Le sommet des dirigeants nationaux constituera l'exécutif de l'organisation. Autre pays ou région, l'Inde. Dès le 17 juin 2003, les pays du Mercosur signent un protocole d'entente afin de négocier un accord de libre-échange avec l'Inde. L'objectif annoncé à ce moment-là est la création d'un accord de libre-échange et d'assurer la coopération dans des domaines clés tels que la chimie, l'informatique ou les produits pharmaceutiques. À la base, la négociation porte sur la libéralisation d'une liste de 8000, puis de 1800 produits. Mais l'accord a aussi une dimension politique puisque les deux parties sont les principaux animateurs du G20, la coalition des pays du Sud au sein de l'OMC. Dès les premiers pourparlers en janvier 2004, la liste de produits se réduit à 900. Il faudra attendre la dernière semaine de novembre 2004 pour que les négociations soient complétées. C'est le 22 mars 2005 que l'accord va être paraphé par l'ensemble des parties. Cet accord contient un mécanisme de règles d'origine, des clauses de sauvegarde et un organe de règlement des différends. L'objectif reste le libre-échange sur le long terme, bien qu'il faille avouer que l'Inde ne semble pas prête à libéraliser l'ensemble de ces secteurs, tout comme au Mercosur. Union douanière sud-africaine. Dans le même esprit, un accord préférentiel a été signé avec l'Afrique du Sud. C'est en 1996 que s'est déroulée la première rencontre entre les deux blocs. Un premier accord préférentiel tarifaire a été signé en 1998 pour donner naissance à un accord cadre pour l'élargissement d'une zone de libre-échange en 2000. C'est à partir de 2003 que l'accord s'est élargi à l'Union douanière d'Afrique australe, auquel l'Afrique du Sud a adhéré entre-temps. Un accord qui porte sur 1000 produits a été signé le 16 décembre 2004. L'essentiel des échanges entre les deux régions est constitué de biens industriels et particulièrement dans le domaine de l'automobile. L'accord pourrait accélérer l'échange de pièces ou de produits semi-finis. Pays arabes. En mars 2005, Duhalde annonce un rapprochement avec les pays arabes constituant le Conseil de coopération des pays du Golfe. Lors de la rencontre officielle les 10 et 11 mai 2005 à Brasilia, tous les membres du Conseil n'étaient pas présents, notamment l'Arabie saoudite. Cette rencontre a réuni 12 pays sud-américains et 22 pays arabes. Des sujets politiques ont été abordés tels que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, le statut de la Palestine ou l'ordre économique et politique mondial. Par ailleurs, le forum a tenté d'attirer l'attention sur des problèmes économiques et sociaux tels que la dette ou l'éradication de la faim dans le monde. Les déclarations pro-arabes et pro-palestiniennes passent à Washington pour une justification du terrorisme et de l'antisémitisme.
Bien sûr, le pétrole était un des enjeux du sommet dans la mesure où les deux régions partagent une forte proportion de cette ressource stratégique. Le Mercosur et les pays arabes vont négocier un accord commercial dans les mois qui viennent. Dans ce document, il y a des annexes, des dates et beaucoup de graphiques que je vous laisse soin, que je vous laisse le soin de regarder par vous-même via le PDF. Je vous remercie.